à tous. On va dépasser 14 heures d'une minute ou deux pour laisser le temps aux derniers inscrits d'arriver petit à petit, de finir de boire le café. Je vais me présenter très rapidement, mais on va aller très vite là-dessus parce que ce n'est pas moi qui vais intervenir aujourd'hui. Je m'appelle Vivien Village, je suis consultant. Je travaille pour l'industrie tourisme depuis de nombreuses années maintenant, mais là cet après-midi, j'ai simplement un rôle d'accueil déjà. Et puis c'est moi qui vais gérer un petit peu derrière les questions-réponses que vous allez faire remonter des uns et des autres petit à petit. D'ailleurs, tant que je suis là-dessus, avant de passer la parole aux intervenants du jour, quelques petites règles du jeu à respecter pour que tout se passe bien. Alors, si vous avez déjà assisté à des webinaires avec nous, vous êtes déjà au courant, mais sinon je vous le répète, je vous le rappelle, n'essayez pas d'activer votre webcam, n'essayez pas d'activer votre micro non plus, hein, c'est pas le faire, il y a un petit peu trop de monde pour que tout le monde puisse parler en même temps. Contrairement du coup à ce qui est marqué sur cette slide, le webinaire il a commencé du coup maintenant et le son est activé, donc du coup vous devez pouvoir m'entendre normalement très bien. Si ce n'est pas le cas, si vous avez un problème de son, je vous conseille de sortir du webinaire et de vous reconnecter. C'est un type de base en informatique qui marche très bien d'ailleurs avec ces webinaires, ça résout beaucoup de problèmes. Donc, essayez, je vois si jamais vous avez des problèmes de son, essayez de faire ça. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le petit point d'interrogation sur votre écran pour faire remonter des questions. C'est moi qui les gère. Donc voilà, j'ai fini. Je vois que nous avons Régis Lavina avec nous, le directeur de Carte Tourisme, et Véronique Vidal. Je vais couper ma caméra, je vais leur laisser la parole et je vais m'intéresser en back-office à toutes les questions que vous poserez. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Régis, je vous passe la parole peut-être pour lancer ce webinaire, puis après on laissera Véronique se présenter et puis partir pendant une heure et demie de webinaire. Merci Régis, je vous passe la parole. Merci Vivian, merci de votre accueil. Il me revient aujourd'hui effectivement la responsabilité d'ouvrir ce 5e webinar d'une série de 11 webinars. Je vous parle aujourd'hui, donc je suis Régis Lavina et je dirige Gare Tourisme et je vous parle surtout au nom des 4 organisateurs de ces webinars, à savoir les 2 chambres de commerce, Chambre de commerce de l'Hérault et du Gard et Chambre de commerce et l'agence touristique départementale de l'Hérault et bien entendu celle du Gard. Ces séminaires s'inscrivent dans une série de 11 webinaires, je vous l'ai dit, mais ils s'inscrivent aussi dans le plan de relance, en tout cas pour le Gard, d'un plan de relance et de soutien à toute l'industrie du tourisme qui a été présenté il y a quelques semaines au niveau du Gard. Donc je remercie en tout cas également les participants au premier séminaire, à vous-même qui êtes ici derrière votre écran, et bien entendu Madame Vidal qui va animer ce séminaire sur adapter son organisation et sa manière de travailler. Nous avons demandé donc à ID Réseau et à Madame Vidal de s'adresser à vous aujourd'hui, quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit le nombre de salariés, quel que soit le marché exactement sur lequel vous êtes, que vous soyez commerçant, prestataire de loisirs, responsable, gestionnaire d'un site, hôtelier, restaurateur. On a voulu que ce soit le plus général possible, mais elle ne manquera pas de rentrer dans les détails sur chacun de ces métiers ou de ces conditions. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, je vous souhaite un excellent webinaire, séminaire en ligne, et puis je repasse la parole à Madame Vidal. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va effectivement passer une heure et demie ensemble pour parler effectivement de ces enjeux organisationnels dans l'entreprise. Donc, je suis Véronique Vidal, je suis cofondatrice du cabinet 4V, donc avec Vivian qui a fait l'introduction.
et je suis membre d'Idées Réseau, donc que vous avez l'habitude du coup de voir sur les différents webinaires. Donc moi, ma fonction, c'est de l'accompagnement et le développement économique des entreprises touristiques, hein, puisqu'on travaille uniquement dans les entreprises touristiques. Je suis depuis quelques années maintenant devenue coach certifié, c'est-à-dire travailler sur les sciences humaines, sur les problématiques organisationnelles, parce que les entreprises, on a beau les accompagner dans leur développement économique, on a toujours à un moment donné un élément qui est un élément complexe, pas toujours compliqué, parfois, complexe certainement, qui est l'élément humain. Voilà, du coup, je suis devenue coach certifiée, j'accompagne les dirigeants, j'accompagne les équipes dans les structures touristiques. Voilà, après, j'ai des certifications, tout ça, mais on va passer. Donc, pour commencer rapidement, ce dont on va parler. Nous allons parler un petit peu du contexte. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur pendant quelques minutes afin de bien voir dans quel contexte on évolue. On a eu ce prisme du Covid et de la crise sanitaire qui est venu finalement appuyer sur des choses qui étaient déjà là. Donc, on ne va pas regarder que cette histoire de Covid, on va aussi regarder là où ça a appuyé sur des choses qui étaient déjà présentes dans des grands changements que l'on pressentait. On ira travailler et regarder un petit peu ce que nous propose quelqu'un qui s'appelle Simon Sinek, peut-être que vous connaissez, qui a une théorie qui est le Start with Why, donc c'est un anglais parce que c'est proposé en anglais, mais qui est la question du pourquoi, la raison fondamentale de l'entreprise, et qui nous amène du coup à aller sur des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'organiser le travail avec cet effet accélérateur qui a été la crise sanitaire. Alors, on attaque sur le contexte. Le contexte, il a été assez violent évidemment, hein, avec le confinement et aujourd'hui cette crise qui continue dans le temps de venir nous rendre la vie un petit peu compliquée. En fait, ce qui s'est passé, qui est assez paradoxal, c'est qu'avec le confinement, le temps s'est arrêté. D'un seul coup, tout s'est figé, le monde entier s'est figé, on n'avait jamais connu une chose pareille. Et pour autant, ce qui est étrange, c'est qu'il y a plein de changements qui se sont accélérés. Donc d'un côté, on a tout qui s'est arrêté, et pendant ce temps-là, il y a une espèce d'accélérateur qui s'est mis en place sur certains phénomènes, avec notamment des phénomènes qui sont les phénomènes des ruptures qu'on avait déjà ressenties, hein, qui étaient déjà dans les tuyaux, avec du coup des nouveaux paradigmes alors ils ne sont pas totalement tous nouveaux, mais ils ont vraiment vécu cette dimension d'accélération. En fait, on a plusieurs grandes ruptures qui nous sont proposées, notamment par des prospectivistes économistes, philosophes, etc. Je vous les ai listées rapidement, on ira voir qu'est-ce que ça implique dans l'entreprise. Donc tout d'abord, un espèce d'hier et de demain, alors qui est un peu caricatural sur la slide et qui est évidemment moins abrupt dans la vraie vie, mais on passe quand même d'un monde où on avait une utilisation des ressources qui était sans considération du fait qu'elles n'étaient pas éternelles, avec aujourd'hui une prise de conscience de ces énergies, notamment de ces ressources diverses et variées qui ne sont pas éternelles. Et on tend du coup vers ce qu'on appelle une économie de la frugalité, avec l'idée de privilégier la qualité à la quantité. Donc ça, on verra que c'est un impact très fort, notamment dans le marketing des entreprises. On passe d'un monde mécanisé à un monde numérique. Vous êtes des entreprises touristiques, vous l'avez sacrément vécu, cette dimension-là, puisque ça fait quelques années que ce changement est apparu. Et on va vers une économie dite de l'intelligence, des intelligences. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'intelligence émotionnelle est quelque chose dont on parle, alors qu'on n'en parlait pas avant. On passe d'un monde complexe avec une multitude d'interlocuteurs, beaucoup de procédures, à des modes organisationnels très organiques. On a pu voir la limite de ce monde complexe, notamment avec la gestion de la crise. C'est encore un article que je lisais ce matin sur la difficulté de l'État à gérer cette crise-là dans la dimension très verticale et très cloisonnée de son organisation. Voilà, et donc on en arrive à une rupture, c'est quand on arrive au bout de quelque chose. Ça n'est plus supportable, donc on va basculer.
D'une économie de masse, de standardisation vers une économie d'optimisation de la valeur d'utilité. Je vous donne un exemple très concret de ça. Moi, à 18 ans, la première chose que j'ai faite, c'était d'acheter une voiture pour avoir ma liberté. J'ai toute une ribambelle de nièces et neveux qui ont à peu près 20 ans et qui ne sont aucun propriétaire d'une voiture. Pour eux, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir se déplacer. Et ils ont des transports en commun, ils ont Blablacar, ils ont etc. La valeur de l'usage et non pas la valeur de la possession. D'une vision de la vie égocentrée, l'homme au service de l'homme, vers une quête de spiritualité, de sens. À quoi est-ce que je contribue? Je suis un élément de quelque chose de plus global et quelle est ma place là-dedans? Des questions qui ont vraiment émergé, notamment dans la période du confinement, extrêmement propice à cette typologie de questions-là. Alors, quelles sont les conséquences sur l'entreprise de ces grands paradigmes, changements de paradigme? Alors, qui ne sont pas totalement nouveaux, hein, c'est ce que je vous disais, c'est plutôt une accélération de cette prise de conscience. Malheureusement, on a encore des gens qui font 3 heures de queue pour aller chez McDo. Donc, voilà, on est d'accord. Hein, c'est juste un volume de gens, un volume de pensée qui a accéléré, qui a augmenté en allant un petit peu plus vite que ce que ça allait jusqu'à présent. Les impacts stratégiques, ils sont de plusieurs ordres, il y en a certainement d'autres, hein, mais c'est quelques éléments que je vous propose. D'abord, c'est d'offrir des produits responsables, durables, de nourrir ce qu'on appelle en marketing la stratégie de niche, avec une création de valeur qui est plutôt basée sur l'expérience plutôt que sur une stratégie coût-volume. Donc ça, c'est vraiment des enjeux marketing dans l'entreprise. Une digitalisation encore et toujours de son marketing. Là, vous êtes plutôt à l'aise en général là-dessus, en tout cas à l'aise dans la conscience de ça. Et enfin, d'un point de vue marketing stratégique encore, un élément important, c'est la personnalisation le plus possible de l'expérience client, basculer dans une idée d'être facilitateur, d'être hyper adaptable, etc. Les impacts organisationnels de ces grands changements de paradigme sont les suivants, en tout cas en voilà certains. Cette idée de passer du savoir-faire au savoir-être, de considérer que l'être humain, il a un grand nombre de richesses quand il vient dans l'entreprise et qu'il vient avec tout ça. Vous avez peut-être en mémoire un jour quelqu'un qui vous a dit « Oui, mais c'est bon, tes émotions, laisse-les à la porte. » C'est pas possible hein, de faire ça. Vous ne pouvez pas laisser vos émotions à l'extérieur. Vous ne pouvez pas laisser votre histoire. Vous ne pouvez pas faire tout ça. Voilà. Aujourd'hui, plutôt que de concevoir que c'était quelque chose qui était handicapant, on est en train de se rendre compte que c'est quelque chose qui est une création de richesse dans l'entreprise. Des travailleurs, des collaborateurs, des dirigeants qui ont besoin d'un travail qui contribue à quelque chose. On va prendre un exemple tout simple de ça, c'est pourquoi je me lève tous les matins. La dimension du confinement, ce que ça nous a fait vivre, la violence du confinement, a fait se réveiller de façon très forte dans la conscience des gens cette question-là. Pourquoi est-ce que je me lève le matin et en quoi je contribue à quelque chose? Avec une question du coup sous-jacente qui était, mais quand on va recommencer à vivre peut-être normalement, est-ce que je vais retourner là-dedans? Est-ce que j'ai envie de retourner là-dedans? Est-ce que j'accepte de retourner là-dedans? Et là, on a aujourd'hui beaucoup de questionnements là-dessus. En tout cas, il y a beaucoup de littérature qui est en train d'être écrite là-dessus. D'une organisation très pyramidale, hein, dans cette logique vraiment structurelle qui correspond beaucoup à la dimension, par exemple, administrative, vers des organisations plus vivantes, voire agiles. Vous avez peut-être entendu parler de cette façon de travailler, hein, de déployer de l'agilité dans l'entreprise, de la capacité d'adaptation, de réagir très vite, jusqu'à même ce qu'on appelle les entreprises libérées. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus tout de suite, mais on en reparlera, qui est vraiment le curseur le plus éloigné de ce que pourrait être l'organisation pyramidale, qui a vu le jour depuis quelques années. Et il y a des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui comme ça, mais on ira un petit peu plus dans le détail en suivant là-dessus. Alors, dans cette dimension organisationnelle, on a aussi un élément dont je voulais vous parler. Puisque tout au long de la présentation, on va illustrer hein, ces éléments contextuels que je viens de vous donner. Mais il y avait aussi un point sur lequel je voulais insister, c'était qu'on a longtemps considéré qu'on avait ce qui se jouait dans l'entreprise d'un côté et ce qui se jouait à l'extérieur de l'entreprise de l'autre côté. Des univers qui avaient certains éléments de porosité, mais qui pouvaient exister finalement l'un à l'écart de l'autre, avec des choses qui se font dans l'entreprise qui ne se disent pas, etc. Eh bien, aujourd'hui, on a notamment, ça s'explique hein, notamment par l'immensité de ce qu'on peut faire en termes de communication et la difficulté que l'on peut avoir à cacher des choses, évidemment, mais on a deux univers complètement poreux, l'interne et l'externe. L'entreprise étant tout, ce qui se joue à l'intérieur se joue à l'extérieur.
On va prendre des exemples très concrets. Si dans votre entreprise, ça se passe bien en interne, il y a de grandes chances que ça se voit sur TripAdvisor. Voilà, c'est-à-dire que les clients aient ressenti que ça se passait pas bien et du coup, ils en ont, eux, vécu une expérience qui a été peut-être un petit peu abîmée et ils en font part sur TripAdvisor. Donc finalement, on ne peut plus cloisonner comme ça ces univers-là. Ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise irradie et vient aussi impacter ce qui va se passer à l'extérieur de l'entreprise. Donc je voulais, pour illustrer ces propos-là, vous montrer un exemple, enfin, en l'occurrence deux exemples. Le premier exemple, c'est un exemple d'une publicité qui a été, une campagne qui a été faite par, je dirais après par qui. Et en fait, vous avez sur une place une machine type distributeur de boissons. Donc, et l'affiche dit un t-shirt pour seulement 2 €. Donc, en fait, forcément, les gens sont très intéressés. Les gens s'approchent, mettent une pièce de 2 €. Mais plutôt que d'avoir un t-shirt, de devoir choisir leur t-shirt, il y a un film qui se lance et ce film montre les conditions dans lesquelles le t-shirt en question a été produit. En l'occurrence, c'est la dame que vous avez sur la slide en bas à gauche qui travaille 16 heures par jour, on vous donne son salaire, etc. À la fin de ce film-là, vous avez le choix entre je continue et j'achète mon t-shirt à 2 € ou je donne 2 € et je les donne pour la fondation qui accompagne le développement d'une transparence, d'un travail bien rémunéré, durable, etc., etc. Donc voilà, pour vous montrer que finalement, on ne peut pas consommer à l'aveugle, on sait que derrière il y a des choses et aujourd'hui on le sait parce qu'on a les moyens de le savoir, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour cela et il y a des entreprises qui justement vous montrent ce qu'elles font parce qu'elles estiment que ça devient même un avantage concurrentiel, c'est-à-dire un truc en plus que les autres. Un autre exemple de cette porosité que je voulais vous montrer, alors c'est un sujet polémique, mais c'est parce que c'est un sujet polémique que ça nous montre que c'est aujourd'hui un sujet d'actualité, c'est l'affaire Polanski ou encore Bernard Cantat, avec cette fameuse phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, doit-on séparer l'homme de l'artiste? Eh bien aujourd'hui, on ne se résume pas à ce que l'on fait, mais il y a une importance croissante de qui l'on est. Et s'il y a un débat aujourd'hui social autour de ça, c'est parce que justement, ça se met à compter. On ne peut pas juste être un grand réalisateur ou un grand chanteur, ça ne suffit pas, on est aussi quelqu'un et ça compte. Alors, je ne veux surtout pas rentrer dans la polémique sur le sujet en question, mais c'est juste pour montrer la porosité entre les deux. Donc, ce qui est très important là-dedans, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, les enjeux organisationnels, ce n'est pas juste des enjeux pour mieux vous entendre avec vos collaborateurs si vous en avez. Ce n'est pas juste avoir des questionnements introspectifs, etc. C'est surtout parce que ça a un impact hyper fort sur ce qui va se jouer à l'extérieur de l'entreprise. En l'occurrence, avec vos clients, avec vos fournisseurs. Et donc, c'est un enjeu global de réflexion dans l'entreprise. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Simon Sinek, je vous en parlais tout à l'heure, qui a une théorie et elle est intéressante sur certains points, donc je vous la partage. Ce qui est bien, c'est qu'elle est super simple, donc c'est facile à comprendre et à appréhender. Selon Simon Sinek, l'idée est la suivante. Donc, vous avez 3 cercles concentriques qu'il appelle les golden circles, les cercles d'or. Et dans ces cercles d'or, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que à l'extérieur, vous avez le what, c'est donc les quoi. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fabrique, moi, entreprise. Ce que nous dit Sinek, c'est que 100% des entreprises savent et communiquent sur ce qu'elles font. D'accord? Elles sont toutes OK là-dessus, on sait tous ce que l'on fait. Et du coup, on communique là-dessus. Quand on commence à poser la question aux entreprises de comment le faites-vous, ce que moi, en marketing, je vais aller travailler dans tout ce qu'on appelle les avantages concurrentiels, un positionnement stratégique, etc. Cette dimension de comment est-ce que vous le faites, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres, par exemple, en quoi vous le faites mieux que les autres. Eh bien, déjà, dans la communication des entreprises, on en a perdu plein. Il y en a plein qui font juste que dire, ah, bah, moi, je fais ça. Par exemple, je suis le camping Les Mimosas. C'est tout ce que je dis. Okay. Par contre, je suis camping Les Mimosas et je suis le plus grand camping d'Europe ou le plus petit camping de France, peu importe. Comment je le fais? Déjà, il y a moins de gens qui le disent. Okay. Et puis, la dernière étape, c'est le why. Le why, c'est le centre des Golden Circle. C'est le pourquoi je le fais. Et en fait, ce que nous dit Sinek, et qu'il nous prouve avec différents exemples, c'est que très peu d'entreprises, finalement, sont capables de répondre à cette question-là. Et surtout, elles ne communiquent que très peu là-dessus. Or, plus ça va, et plus les gens achètent le why. Plus ça va, et plus les consommateurs sont attentifs au pourquoi on fait les choses, à l'engagement que porte l'entreprise derrière. Donc, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, eh bien, c'est de s'intéresser
au pourquoi dans les entreprises, qui fait écho eh bien, à notamment le positionnement stratégique en marketing. Alors le why, on l'a et je voulais illustrer sous deux angles, l'angle interne et l'angle externe. Pour l'angle interne, donc ça veut dire ce qui se joue dans votre entreprise, il y a une phrase qui est fort belle d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et les femmes le désir de la mer. » L'idée, c'est complètement cette idée du why, du pourquoi, quel engagement, quelle motivation est-ce que je vais donner, quel objectif va me permettre de donner une motivation et une mobilisation de mes collaborateurs dans la mesure où vous avez des collaborateurs. Et puis le why, quel écho trouve-t-il à l'externe? Eh bien, c'est une question très simple. Alors, pour le coup, elle est moins jolie que celle de Saint-Exupéry, c'est moi qui l'ai écrite, mais j'aspire un jour à écrire aussi bien que lui. Pourquoi est-ce qu'un client viendrait chez moi plutôt que chez mon concurrent? Question fort simple, mais qui est souvent très compliquée, sur laquelle vous avez souvent beaucoup de mal à donner une réponse. Mais en fait, c'est le why dans les deux cas. C'est le pourquoi. Pourquoi on se lève tous les matins? C'est quoi notre mission? C'est quoi l'objectif, notre raison d'exister, notre raison d'être? Eh bien, que ce soit en interne ou que ce soit en externe, c'est une réponse, si vous l'avez, qui va amener les gens à venir vous accompagner, vous être client, être collaborateur. Vous allez devenir séduisant auprès de vos clients, vous allez devenir séduisant auprès des gens que vous voulez recruter. Ça marche aussi auprès des saisonniers, c'est-à-dire que dans notre industrie, le tourisme, on a des organisations bien particulières avec des organisations qui passent parfois de 5 collaborateurs à l'année à 70 l'été, par exemple. Eh bien, cette problématique-là, pourquoi est-ce que je vais venir postuler chez vous? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Reste une question absolument fondamentale. Alors, quelle forme est-ce que ça peut prendre ces questions-là? C'est votre raison d'être, c'est notre pourquoi, c'est ce qui nous anime, c'est pourquoi on fait les choses. C'est la raison pour laquelle je me lève le matin. Question qui est devenue extrêmement forte avec ce qu'on a vécu dans le confinement, individuellement. C'est ce qui me pousse à vouloir devenir meilleur tous les jours. C'est ce que nous essayons de faire avec nos équipes, avec nos clients, avec nos partenaires. C'est ce qui nous permet d'avancer malgré les obstacles, malgré les embûches, etc. Donc, c'est toutes ces questions-là. Sachez qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi à tout ça dans leur structure, bien sûr. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre une forme qui va être, par exemple, une conviction. Nous sommes convaincus que, voilà, que nous faisons avancer le schmilblick pour telle et telle raison. Nous rêvons d'un monde d'égalité. Ça peut être une projection aussi. Dans 10 ans, ce qu'on veut être, c'est ça. Quoi qu'il en soit, le why, le pourquoi, notre raison d'être, se doit d'être inspirante, de donner envie, de faire vibrer, de répondre à la quête de sens que l'on retrouve aujourd'hui de façon très très forte dans les générations qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Qui augmente bien sûr l'attractivité de votre entreprise, que ce soit auprès de vos clients ou que ce soit auprès de vos fournisseurs, de vos collaborateurs. Alors finalement, il y a deux façons de mener son entreprise. Soit je l'amène en étant orientée sur le qu'est-ce que je fais, ou alors je peux être orientée sur le pourquoi je le fais. Et en fait, ça change derrière les mécanismes, ça change la façon dont l'entreprise elle va évoluer. On va prendre l'exemple de la crise sanitaire, bien sûr, avec le Covid. Et on va prendre un premier exemple. Nous sommes dans un village de l'Hérault ou du Gard et le marché avait lieu historiquement sur la place centrale du village. Et puis, avec la crise sanitaire, on a déplacé le marché à l'extérieur de la ville puisqu'il y a plus d'espace et donc on peut gérer la distanciation physique. Il y a 2 cafés-restaurants sur la place. Vous en avez un, quand vous lui dites « Qui es-tu » il vous répond « Nous sommes un bar-restaurant de la place ». Et puis vous avez le deuxième, quand vous lui dites « Qui es-tu » il nous dit « Nous sommes pourquoi, qu'est-ce que vous faites ?» Lui, il nous dit « Nous sommes convaincus qu'un café, une bière, un croque savoureux et des potes, c'est le bonheur ». Donc, ils n'ont pas tout à fait la même conception de ce qu'ils sont et de ce pourquoi ils sont là. Eh bien, avec cette décision de déménager le marché, par exemple, eh bien, le premier qui est omnubilé et bloqué sur ce que je fais et non pas pourquoi je le fais, eh bien, il va être très handicapé puisqu'il va être acculé dans ces questionnements qui vont être « mais quand est-ce que le marché va revenir? Est-ce que je peux m'opposer à cette décision-là?
Est-ce que je peux faire pression sur monsieur ou madame le maire pour faire changer cette décision-là? Puisque ce que je suis et ce que je fais, c'est être un bar-restaurant de la place. Si on prend le deuxième, et je sais bien qu'il y a des contraintes légales, etc., mais heureusement qu'il y a des gens qui bousculent un peu la légalité, sinon les choses, elles changent pas. Mais d'un seul coup, ces gens-là, les questions qui vont se poser, ça va être, mais finalement, est-ce que je peux quand même faire ça est-ce que je suis convaincue qu'une bière, un croc, un moment savoureux, c'est ça le bonheur? Est-ce que je peux faire ça en dehors de mon bar? Est-ce que je peux aller négocier avec monsieur le maire ou madame le maire d'installer des manges debout sur la zone? Est-ce que je peux imaginer une assiette facile logistiquement à déplacer, par exemple? Donc, en fait, à partir du moment où je suis concentrée sur le pourquoi, je sors de la contrainte qui est le comment le faire ou ce que je fais, parce que ce que je dois faire de toute façon, c'est répondre à mon pourquoi. Donc, ça me donne de la capacité d'adaptation, de la capacité à aller imaginer d'autres façons de faire les choses. On prend un deuxième exemple. Alors, l'exemple reste sous l'actualité des 100 km, mais peu importe, c'est juste pour l'exemple. Nous avons un hébergeur, enfin 2 hébergeurs en l'occurrence. Ils ont tous les 2 6 gîtes. On est dans la dimension, il y a 15 jours, où on ne pouvait pas se déplacer à plus de 100 km légalement. Eh bien, vous avez le premier qui va vous dire, nous, on est hébergeur, on a 6 gîtes. Question, réflexion de cette entreprise-là. Mais les gens, ils ne vont pas dormir en dehors de chez eux et payer à côté de chez eux. Ça n'a pas de sens. Quand est-ce que les 100 km vont être levés? Est-ce que les gens auront envie de se déplacer, etc. Alors, le deuxième, il se pose aussi ces questions-là, hein, bien sûr. Hein. Mais lui, quand on lui dit, c'est quoi ta mission? C'est quoi ton job? Qui es-tu? Lui, il vous répond, nous, on rêve d'un monde où la beauté des étoiles aura touché le cœur de tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils ne se considèrent pas juste comme des hébergeurs sur le faire. Ils ont une mission, ils ont une vocation. Et donc, du coup, ces gens-là, dans la situation qui était l'incapacité des gens à se déplacer, eh bien, finalement, ils se disent, OK, la zone de chalandise, elle a diminué, mais finalement, les gens à 20 km, ils peuvent venir chez moi. Parce que la magie des étoiles, elle est chez moi et elle n'est pas chez eux. La magie des étoiles, j'ai les moyens de la leur faire savoureux. Eux, chez eux, ils ne savent pas le faire. Donc, je vais me concentrer pour faire connaître mon offre magique sur cette zone-là et proposer peut-être une durée minimum de séjour qui sera plus courte parce que j'entends bien que quelqu'un à 20 km, il ne va pas venir passer une semaine chez moi. Et puis, je vais aussi organiser, imaginer des arrivées et des départs n'importe quel jour et puis sur des horaires peut-être plus souples. En fait, parce que je suis concentrée sur ce que je suis sûre que je veux faire vivre aux gens, je suis capable d'organiser, de réorganiser mon offre autour de cette idée-là. Alors que quand je suis coincée, je suis hébergeur, et bien d'un seul coup, je suis coincée dans ma réflexion. Donc, ce n'est qu'un prisme de pensée, mais la conséquence, elle est hyper forte dans la réalité de la mise en œuvre de l'entreprise, de son offre, de son organisation de travail, etc. En fait, quand on commence à avoir comme centre de réflexion le pourquoi, notre raison d'être, ça amène beaucoup de latitude dans l'entreprise. Ça permet de subir un peu moins les coups durs. On a une capacité d'absorption un peu plus importante que quand on est figé sur ce que l'on fait. Ça permet de prendre de la hauteur et de garder le cap pour continuer à avancer, puisque finalement, tous les chemins mènent à Rome, peu importe à partir du moment où je trace et j'avance vers ma raison d'être. Quand on est amené à travailler à distance, alors aujourd'hui, on a le droit de retravailler dans les structures, mais on a pu voir que finalement, l'éducation au télétravail qui a été un peu obligatoire a permis que des gens continuent à travailler de chez eux. Et bien, quand on est comme ça dans une cellule éclatée et qu'on est peut-être à distance avec ses collaborateurs, quand on a une raison d'être, finalement, c'est la raison d'être de tout le monde. Donc, tout le monde sait pourquoi tous les matins, il se lève et ça permet qu'il continue à avancer. Ça permet aussi, et c'est très important en externe, de valoriser son entreprise, de faire la différence avec les autres. Or, faire la différence, c'est répondre à la question pourquoi quelqu'un viendrait chez moi plutôt que chez mon concurrent? Pourquoi j'aurais un client qui me choisirait moi plutôt qu'un autre? Eh bien, aujourd'hui, être capable de justifier de cela, de l'expliquer, devient des enjeux au-delà des enjeux organisationnels, des enjeux aujourd'hui sur le marché, dans la capacité à être particulièrement séduisant pour vos clients. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à ces questions-là? Donc, peut-être, je ne sais pas où vous en êtes, il y en a peut-être qui ont commencé à réfléchir à ces questions-là. Moi, pour le confinement, il y a par exemple une entreprise qui m'a sollicité en me demandant une méthodologie pour travailler avec son équipe. C'est une toute petite équipe, hein, mais malgré tout, ils n'étaient que 4, mais 4 qui ne pouvaient pas être ensemble.
Et la dirigeante a dit, moi, je pense que j'aimerais réfléchir aux valeurs que l'on a en commun dans l'entreprise. Voilà, donc je lui ai fait passer une méthodologie pour qu'elle puisse travailler avec ses collègues sur quelles sont les valeurs de notre entreprise. Donc, il y a voilà, cette méthodologie qui s'appelle les niveaux logiques de DILT qui peuvent vous permettre de vous poser ces questions-là dans l'entreprise, de réfléchir à ça. Ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Ça peut mériter de faire, là, d'ici la fin du mois de juin, des après-midi de travail avec vos collaborateurs ou votre époux ou votre épouse, si vous travaillez en couple, sur, OK, c'est quoi mon contexte, mon environnement? Qu'est-ce qu'on fait? De quoi sommes-nous capables? En quoi sommes-nous forts? En quoi croyons-nous? Ce sont nos valeurs. Qui sommes-nous fondamentalement et quelle est notre raison d'être, notre mission? Ce qui est intéressant, c'est que… alors, j'ai une question, visiblement. Ah, oui, il y a une question d'un camping. Oui, je dis bonjour à tout le monde. Il y a une question d'un camping qui disait, oui, par rapport à regrouper son équipe pour réfléchir à des choses comme ça. L'équipe, c'est qui? Est-ce que c'est absolument tout le monde? Ou il disait, est-ce que c'est que les cadres, entre guillemets, c'est-à-dire les quelques personnes dans le camping qui prennent des décisions stratégiques? Il y avait cette question-là. Si jamais on fait un groupe de travail, on met qui autour de la table? Ouais, c'est une super question. Alors après, libre à vous d'estimer ce que vous voulez faire. Je vous partage mon opinion, qui n'est que mon opinion, évidemment. Moi, je vous invite à travailler là-dessus avec tout le monde. C'est justement… alors, il y a 2 résultats finalement à ce travail-là. Il y a le résultat final qui sera que vous allez peut-être arriver à écrire, à formuler, à formaliser vos valeurs, votre raison d'être. Mais au-delà de ça, le chemin est lui aussi un chemin qui est à lui tout seul un intérêt très très fort. C'est que quand les gens participent à la réflexion collective, leur niveau d'engagement, indépendamment du résultat final, augmente de façon extrêmement importante. Donc moi, je vous inviterai à travailler avec absolument tout le monde. Et je vous donne, vous êtes un camping, je vous donne une petite anecdote du coup. Il y a un camping que je connais bien, qui a pas forcément travaillé avec cette méthodologie-là pure et dure, mais c'est des gens qui depuis longtemps ont toujours voulu impliquer tout le monde et ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent que les clients vivent quand ils viennent chez eux. Et ils ont toujours impliqué l'ensemble des collaborateurs, et notamment la personne qui s'occupe du ménage, par exemple, alors qu'il était comporté de plein de gens, hein, mais qui participe à ces réflexions-là. Ce que ça a amené, eh bien, c'est que le responsable, non, même pas le responsable, un des collaborateurs techniques, donc qui concrètement fait l'entretien des jardins, des passerelles, des sanitaires qui posent du carrelage, etc. C'est quelqu'un qui a une passion cachée que le propriétaire du camping ne connaissait pas. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui adore faire des spectacles de son et lumière. Et fort de ça, vu que la mission globale et notre pourquoi et notre raison d'être, c'est que les clients vivent ça, eh bien, il est un jour venu voir son directeur, il a dit, mais moi, je peux vous aider, je peux aider à faire vivre ça, plus qu'en coupant les arbres, plus qu'en posant du carrelage, je peux faire un show son et lumière. Et en fait, depuis 3-4 ans maintenant, je crois, sur le parc aquatique, nous avons le gars qui d'habitude tond les pelouses. Une soirée au mois de juillet, une soirée au mois d'août, c'est quelqu'un qui fait un spectacle son et lumière sur le parc aquatique. Si cette personne-là n'avait pas été impliquée, elle n'aurait jamais été cette force de proposition. Et au-delà de ça, c'est le double effet qui se coule, c'est que c'est évidemment quelqu'un qui est très heureux de travailler dans cet établissement-là. Alors certainement pas tous les jours, hein, c'est pas la fête, hein, faut pas rêver, c'est pas le monde des bisounours, mais on est sur une dimension très engageante du coup du process, au-delà du résultat. Donc moi, je vous invite à travailler avec tout le monde. Après, il y a les saisonniers. Les saisonniers, c'est encore une dimension plus compliquée, donc là, ça devient un peu plus compliqué. Les saisonniers, eux, ce qui est intéressant, c'est de leur présenter ce travail-là, le résultat. C'est même un outil qui est utilisé pendant le recrutement, par exemple. Voilà qui nous sommes, voilà notre raison d'être, voilà les valeurs que nous partageons. Et voilà comment ça se voit. Ça se voit dans notre entreprise de cette façon et de cette façon. Si vous n'adhérez pas à notre mission, si vous n'adhérez pas à nos valeurs, bah peut-être que ce n'est pas chez nous qu'il faut venir. Alors, on pourrait se dire que ça a un effet de filtre supérieur. En fait, c'est plutôt le contraire, c'est que ça augmente l'engagement et la volonté des gens de venir chez vous.
là encore, des exemples d'entreprises qui, quand ils ont travaillé sur leurs valeurs, notamment, ont globalement un management qui est très orienté sur le bien-être de leurs collaborateurs, leur insertion, un management très inclusif. C'est aujourd'hui une entreprise qui passe de 4 collaborateurs l'hiver à 60 l'été. Et c'est des gens qui n'ont globalement pas trop de problèmes pour recruter. À contrario d'entreprises à 20 km qui ont les mêmes volumes et qui, eux, ont beaucoup de problèmes de recrutement. Donc, il y a bien quelque chose qui est interne si ça pose cette question-là. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Moi, je ferai travailler tout le monde dans cette logique-là. Quitte à avoir des temps de travail où il y a on va dire les cadres ou le staff office, on va dire, qui aboutit, finit à quelque chose, mais j'inclurai l'ensemble du personnel. Alors, il y a des gens qui ont fait ce travail-là, et je vous donne 2 exemples. Cet exemple, c'est, donc je vous présente à gauche, vous avez une photo, c'est Boris et Laetitia Leclerc, qui sont propriétaires du domaine de la Grande Sieste à Agnan, mais qui sont aussi dirigeants et propriétaires de restaurants sur Paris. Ces gens-là, alors pour une raison dont je parlerai un petit peu plus tard, se sont posé la question fondamentale du why dans leur entreprise. Ils se sont dit, voilà, notre raison d'être, c'est quoi? Ils l'ont travaillé collectivement avec les équipes et ils ont abouti, et je vous en donne 2, qui sont leur raison d'être quelque part officielle. C'est affiché, c'est dit, c'est inscrit dans le marbre, c'est ce qu'ils sont, c'est le pourquoi ils se lèvent tous les matins. Le restaurant Les Oreilles et la Queue, donc sur Paris, leur raison d'être, c'est d'enchanter les clients en leur servant avec bienveillance les meilleurs morceaux de bœuf du monde cuisinés sans chichi. Cette phrase, elle est le fruit du travail collectif de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Le plongeur, le chef de salle, le sommelier, voilà, l'ensemble de l'équipe a participé à cette réflexion-là. Et puis le domaine de la Grande Sieste à Agnan, qui est un domaine viticole, mais qui est hébergeur aussi et qui reçoit notamment des événements. Le domaine de la Grande Sieste, leur mission, leur pourquoi, leur raison d'être, c'est d'enchanter les clients en artisans de parenthèse enchantés. Donc voilà 2 entreprises qui ont mené ce travail-là. Alors ça se fait pas en 2 jours, c'est des vrais moments de travail, de réflexion, etc. Pour après venir ensemble formaliser et écrire cela. Et ça devient le leitmotiv, ça devient le ciment des gens de l'entreprise. Ça permet aussi, par exemple, dans l'organisation du travail, de développer l'autonomie. On va prendre un exemple très simple. Dans un restaurant, je suis le chef de salle, je suis confrontée à une question, à un questionnement, plutôt que d'aller systématiquement voir mon dirigeant. Finalement, ma réponse, à partir du moment où elle enchante mes clients en leur servant avec bienveillance les meilleurs morceaux de bœuf du monde cuisinés sans chichi, tant que je réponds à ça, je suis OK. Donc, en fait, ça déploie et ça permet de déployer l'autonomie des collaborateurs. Tout à l'heure, je vous parlais de la richesse des entreprises dans ces changements de paradigme, avec la conscience qu'aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas être juste une liste de tâches et taper sur le boulon à cet endroit-là, etc. C'est aujourd'hui quelque chose qui n'est plus accepté finalement dans les postes. Eh bien, de donner un pourquoi, de donner une raison d'être, de donner la raison pour laquelle on se lève tous les matins, ça permet aux collaborateurs d'avoir un cap et finalement d'être seuls, lucidement, en capacité à dire comment est-ce que je dois prendre le truc, plutôt par A ou plutôt par B. Tant que ça nourrit cette question-là, je suis OK. Donc voilà un exemple d'entreprise. Alors pour vous donner un exemple de volume, le domaine de la Grande Sieste, c'est une toute petite équipe. Ils sont quelque chose comme 4 ou 5 collaborateurs. Donc on n'est pas du tout sur une grosse entreprise. Donc en fait aujourd'hui on a une quête de sens qui est extrêmement présente. On va prendre notamment les nouvelles générations. Vous avez certainement entendu cette phrase qui, moi, me rend fort triste, où on nous dit oui, mais de toute façon, les jeunes, ils ne veulent pas travailler, machin. Non, c'est pas vrai, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, ça c'est ce qui s'appelle une croyance. Les jeunes, ils n'ont pas envie de faire quelque chose où ils ne comprennent pas à quoi ils servent. Ça ne touche pas que les jeunes. On a aujourd'hui beaucoup de crises et notamment de symptômes dans les entreprises. Si vous avez à discuter un petit peu avec les gens de la médecine du travail, qui ne s'appelle plus comme ça, mais ce n'est pas grave. Ce sont des gens qui aujourd'hui font beaucoup de choses et beaucoup de travail pour anticiper les burn-out, les bore-out. On a quand même inventé une maladie dans laquelle en fait, les gens sont malades tellement ils s'ennuient. C'est abominable, c'est
terrible, quoi. On a aujourd'hui des crises managériales hyper fortes. En France, être manager, c'est le pire des métiers. Personne ne veut être manager. Donc, tous les collaborateurs critiquent leur manager et quand vous leur dites « est-ce que tu veux prendre leur place ?» ils disent tous non. Et quand on leur dit « est-ce que tu seras meilleur qu'eux ?» on leur dit tous, ils disent « non, surtout pas, je veux surtout pas de son poste-là ». Donc, on est quand même dans aujourd'hui des moments qui sont compliqués. On a des symptômes comme la solitude du dirigeant. Donc, c'est aujourd'hui, là encore, un mot MAUX qu'on a posé sur des mal-être. Il y a fondamentalement dans le travail une question de quête de sens, un besoin de nourrir nos valeurs et d'être efficace, d'avoir une entreprise qui marche. On a les deux, mais pas que, pas juste gagner du pognon. Aujourd'hui, ça ne marche plus, cette idée-là. C'est un paradigme qui a vraiment changé. Alors, il y en a encore, hein, il y en a encore. Je parlais tout à l'heure d'un volume de gens qui basculent. On a aujourd'hui un volume de gens qui a basculé sur je veux servir à quelque chose, je veux avoir conscience de participer à quelque chose. Oui, il faut faire bouffer ma famille, oui, il faut que je bosse, d'accord, mais pour autant, je veux que ça serve à quelque chose et je veux pouvoir me regarder dans le miroir tous les matins. Et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui hyper fortes, avec même, du coup, c'est ce que je vous disais, des conséquences qui sont des conséquences médicales, hein, avec des gens, s'ils n'y parviennent pas, qui s'en rendent malades, quoi. Donc, on a aujourd'hui un exemple de process comme ça hein, qui a mûri. Peut-être vous avez entendu parler de la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors, c'est pas d'hier, hein, c'est pas le Covid qui a fait émerger cette idée-là, pas du tout. C'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux, parce que ces fameuses ruptures, elles étaient déjà dans les tuyaux, elles ont pris un coup d'accélérateur, mais elles étaient déjà là. Et en fait, la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est d'avoir une idée. Alors aujourd'hui, on voit des labels, des trucs, des machins, mais avant d'être des process, c'est d'abord une idée, c'est une philosophie. En fait, si vous, entreprise, vous voulez contribuer au développement durable sur votre sphère d'influence, alors ça va être votre zone de chalandise, votre région, votre destination, dans votre zone, dans votre environnement, si vous avez une conception qui est un petit peu nouvelle, ou en tout cas qui sort de cet organisme bien pyramidal, du contrôle, du machin, etc. Vous avez une autre idée des rapports humains, et que ce n'est pas comme ça que vous avez envie d'être dirigeant, même si c'est que sur la saison, et que vous avez envie d'être organisé peut-être de nouvelles façons. Si vous estimez que votre rôle au sein de cette société, aujourd'hui, c'est des enjeux et des questionnements majeurs, alors vous faites partie de ces entreprises qui sont sur le chemin d'une réflexion et d'une conscience qu'une entreprise, elle est responsable. Elle est responsable et elle n'est pas responsable que d'une problématique économique. Elle est responsable d'enjeux écologiques, elle est responsable d'enjeux sociétaux, elle est responsable d'une logique territoriale sur laquelle elle agit, etc. Et ça s'appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on a rencontré des process, des labels par exemple, hein, qui ont vu le jour. Et je voulais vous présenter une entreprise qui s'appelle La Pérade, elle est dans le Lot, c'est une petite entreprise touristique. Et je vous invite à aller sur leur site internet, donc très cosy, très relax, très lot, bon, c'est sympa. Et que vous avez tout de suite sur le site internet, très rapidement, vous avez tous les engagements de cette entreprise, notamment en termes de RSE. Et c'est bien fait, ils expliquent vraiment sur l'ensemble des volets de la façon dont ils sont impliqués sur l'environnement, sur leur démarche sociale, sur les engagements économiques. Voilà, donc c'est vachement bien fait. Et puis à la fin, on vous dit, ben voilà, si vous êtes client, ben, si vous consommez chez nous, en fait, vous participez à cette vie de territoire que nous habitons et que vous avez envie de découvrir. Donc on est bien dans cette porosité totale entre l'interne et l'externe. Ce qui se joue dans l'entreprise, ça devient un avantage concurrentiel. Alors, est-ce que ça sera toujours un avantage concurrentiel ou est-ce que ça ne va pas devenir petit à petit un minimum syndical, une exigence de la part de nos clients? Là, pour le coup, on ne sait pas encore tout à fait. Avec la crise notamment sanitaire, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que les entreprises, et on a des statistiques au niveau international là-dessus, c'est que des entreprises qui ont mis en place des démarches de RSE sont des entreprises qui sont moins malmenées par les chaos du marché. Quand on vit des difficultés, et Dieu sait que la crise sanitaire, elle nous a amené, c'est plus qu'une difficulté, c'est un tsunami, hein, eh bien, les entreprises qui se sont engagées dans des développements RSE sont des entreprises qui subissent moins les vagues du tsunami en question. Alors, ça s'explique très bien. Hein.
C'est normal parce que ce sont des gens qui se sont engagés avec des collaborateurs pour qui le bien-être est quelque chose de très important. Donc, quand vos collaborateurs, ils sont bien traités et heureux chez vous et que l'entreprise, elle ne va pas bien, eh bien oui, bien sûr qu'ils vont mettre les bouchées doubles pour essayer de sortir l'entreprise d'affaires, alors que dans une entreprise où ils sont malmenés, où on passe notre temps à les fliquer, par exemple, où tout est un combat et une bataille, bah, ces collaborateurs, le jour où ça ne va pas bien, ce seront les premiers à quitter le navire alors que le navire coule. La relation fournisseur, par exemple dans la RSE, dans son environnement, fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Eh bien, les relations fournisseurs sont, en temps de crise, des choses qui sont hyper importantes à évoquer, à travailler pour justement essayer d'absorber cette difficulté que l'on est en train de vivre. Ah, il y a une question. Je suis en train de revenir poser les questions sur la RSE. Il y avait une première question, c'est une chambre d'hôtes qui posait la question de savoir si la RSE c'était une démarche administrative. Si oui, quel service administratif il faut contacter pour pouvoir entrer dans cette démarche-là? Est-ce qu'il y a des normes à respecter, des choses comme ça? C'est une première question. Il y avait une deuxième question sur la RSE. C'était est-ce que tout ce que ça va entraîner de changement pour moi, je dois le répercuter sur le prix final pour le client? Deux questions. Côté administratif, côté prix final pour le client. Ok. Alors, d'abord, la RSE, c'est une volonté, c'est une envie, c'est une philosophie. Donc, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un process administratif. Après, les échos que l'on a en réponse à ces engagements-là sont globalement des labels. Après, il y a des cabinets, il y a des gens qui vous accompagnent sur ces démarches-là, mais vous pouvez tout à fait rentrer dans un process de RSE juste par conviction et sans rentrer dans un cahier des charges administratif. Après, il y a des cahiers des charges qui ont été effectivement émis. Alors, il faudra qu'on regarde qui vous êtes, chez qui vous êtes ressortissant, mais il y a de grandes chances que votre chambre de commerce soit capable de tout à fait vous donner des cahiers des charges qui correspondent à des engagements RSE. Après, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est pas une obligation de rentrer dans un processus légal là-dessus ou administratif, c'est d'abord une conviction. Après, ce qui est intéressant, c'est de le valoriser. Et pour le valoriser, eh ben, c'est sûr que si on a des trucs estampillés, c'est plutôt plus facile. La deuxième question, c'était l'impact du prix. Ah oui, l'impact du prix. Alors, l'impact du prix, alors ça ne coûte pas forcément de l'argent de mettre en place une responsabilité sociétale dans l'entreprise. Ça peut, mais c'est a priori relativement accessible. Alors après, si vous êtes Danone, ça va être un peu plus compliqué, mais a priori, vous êtes petit, donc on n'est pas sur des coûts qui sont importants, voire même normalement. Vous allez rentrer dans un process où vous allez avoir de la plus-value qui va se créer à d'autres endroits. Je donne un exemple très concret. Vous avez peut-être des collaborateurs uniquement pendant la haute saison. Okay, il y a de grandes chances que, à partir du moment où vous rentrez dans des process comme cela, vous arriviez à fidéliser vos saisonniers d'une année sur l'autre. Ça veut dire que ça vous coûtera moins cher de recruter du personnel saisonnier. Donc en fait, la plus-value, elle n'est pas forcément immédiate avec le client, mais globalement, mettre en place ces démarches-là sont des démarches qui vont vous amener à faire des économies avec des enjeux qui sont des enjeux de développement durable, de ressources, de qualité de vie de vos collaborateurs, si tant est que vous en avez, même si c'est ponctuel, etc. Donc, en toute logique, c'est plutôt quelque chose sur lequel on est gagnant. C'est souvent une question, hein, c'est une question hyper importante. On a souvent l'impression qu'on rentre dans un processus qui va nous coûter beaucoup d'argent et qui ne va pas nous en faire gagner. Normalement, en tout cas statistiquement, on a globalement des entreprises qui ont de la plus-value à d'autres endroits, donc moins de charges sur certaines choses. Donc, ce n'est pas censé être impactant pour vous. Et si tant est que ça l'est pour une année 1, moi, je vous invite effectivement à répercuter doucement le prix sur... Enfin, il ne faut pas que ça vous coûte de l'argent et que ça vous plombe financièrement, évidemment. Mais normalement, on doit être sur quelque chose qui ne vient pas impacter douloureusement les charges de l'entreprise, pas du tout, au contraire. Autre exemple qu'on a vu émerger et qui pose des vraies questions sur l'organisation du travail dans les entreprises, c'est la dimension de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je vous ai mis ici un mail de quelqu'un qui m'a écrit pendant le confinement.
J'ai trouvé que c'était tellement un exemple hyper révélateur de ce qui pouvait se jouer dans la tête de grand nombre de gens parmi nous, que je vous l'ai mis en exemple. Aujourd'hui, je suis en réflexion autour de mon établissement. J'ai 4 chambres d'hôtes. Cela fait longtemps que je trouve que ma charge de travail est trop importante et que j'ai des difficultés à m'organiser correctement, notamment pour concilier vie privée, vie professionnelle. La situation actuelle, bien sûr, ne peut que me le confirmer. J'ai enfin du temps pour ma famille. J'aimerais aussi réussir à développer des produits propres à notre maison. Donc, on est bien dans une recherche identitaire, 2, dans un équilibre vie perso, vie privée. Aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont hyper importantes dans la réflexion des gens sur l'équilibre de leur vie, sur ce qu'ils sont prêts à donner ou ce qu'ils ne sont plus prêts à donner. Et c'est là où on a cette fameuse phrase qui émerge, ah là là, les jeunes, ils veulent plus travailler. C'est pas qu'ils veulent plus travailler, c'est qu'ils sont pas prêts à tout lâcher pour le travail. Ils veulent avoir un équilibre vie perso, vie privée, vie professionnelle, pardon, qui est importante. Aujourd'hui, c'est des enjeux très forts. Je pense fondamentalement que ce que l'on a vécu avec le Covid notamment va nous amener sur beaucoup de gens qui vont se tourner vers des questionnements de développement personnel, des réflexions de voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre le reste de mes 20 années de travail comme je les ai vécues, alors que finalement, voilà, j'ai été soumise à cette violence du confinement, de la crise, etc. Ça a réveillé en moi beaucoup de choses. J'avais un message hier, je prenais des nouvelles de quelqu'un, en l'occurrence quelqu'un dans un camping, dirigeant de camping. Sa réponse a été, le confinement m'a réveillée et je suis aujourd'hui éveillée. Voilà, j'ai trouvé ça assez amusant comme phrase pour décrire ce qu'elle avait pu vivre pendant ce confinement-là. Autre dimension, c'est la dimension du télétravail. On a subi le télétravail, que l'on veuille ou pas. Alors tout le monde ne l'a pas, c'était pas possible pour tout le monde, on ne peut pas tailler à distance. Mais on s'est rendu compte finalement que dans notre joli pays, la France, qui avait tant de mal à basculer en télétravail, avec ce management du contrôle qui est hyper important, et bien d'un seul coup, manager et contrôler à distance, c'est très compliqué. Et en fait, ça ne veut pas dire que les gens travaillent moins, voire même, moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh là là, vivement que je retourne au boulot, je travaillerai moins au boulot que ce que je travaillais en travaillant de la maison. » Donc comme quoi. Et on a donc cette dimension du contrôle qui vient de prendre enfin un peu de plomb dans l'aile. Alors moi ça me fait plaisir parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on peut manager et qu'on peut travailler et obtenir le meilleur des gens. Sachez que dans les entreprises libérées, donc l'entreprise libérée c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'entreprise qui est la plus lointaine du schéma pyramidal. Eh bien, dans les entreprises libérées, il n'y a aucun contrôle des collaborateurs, mais aucun contrôle. En fait, le postulat est le suivant, et on revient à des problématiques de coût, c'est que sur 100 personnes, c'est juste pour l'exemple, sur 100 personnes qui travaillent, mettre en place du contrôle pour un qui est un tir au flanc, ça m'amène à mettre en place tout un process pour contrôler 100 personnes. Ça me coûte beaucoup pour un tir au flanc. Finalement, un tir au flanc me coûte moins cher, alors qu'il ne travaille pas beaucoup, que de contrôler les 100 etc. Donc, cette mécanique-là, cette économie-là, elle est très claire dans les entreprises qui ont basculé en entreprises libérées. Le contrôle coûte plus cher que l'absence de contrôle, même s'il y a des tirs au flanc. Il y a un autre phénomène qui se met en place dans ces entreprises-là, c'est que le tir au flanc, alors que les 99 autres, ils jouent le jeu, il n'est pas bien vu des 99 et donc rapidement, il se fait un peu taper sur la tête par les collaborateurs qui disent « Attends, nous, on joue tous le jeu et toi, tu ne joues pas le jeu, ça ne va pas le faire. » Donc finalement, le contrôle coûte de l'argent plus que ce qu'il permet d'en gagner. Dans notre entreprise en France, on aime beaucoup ça, le contrôle. Sauf que le télétravail nous a montré que peut-être que ce n'est pas si évident que ça et si nécessaire que ça. Un autre point sur lequel on peut voir les changements de paradigme et les impacts qu'ils ont, c'est sur les enjeux du recrutement. On parlait un petit peu tout à l'heure. Donc là, j'ai été sur Pôle emploi. Donc, je ne vais pas me faire d'ennemis à Pôle emploi, mais voilà une annonce de Pôle emploi pour recruter, en l'occurrence, un cuisinier. Alors, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas si vous avez ça crée une émotion de dingue. Vous avez d'un seul coup tous hyper envie d'aller travailler à Thionville pour être cuisinier. Je ne suis pas sûre que voilà, ce soit particulièrement séduisant. Et puis, vous avez aujourd'hui, et c'est une entreprise qui s'appelle Welcome to the Jungle. Et je vous invite à aller vous promener sur leur site web. Ils ont beaucoup de contenu hyper intéressant sur le rapport au travail, etc. Welcome to the Jungle, en fait, c'est des gens qui aident les entreprises à être
séduisante pour recruter. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce qu'ils disent, ils ne disent pas « Ouais, non mais attendez, vous cherchez du travail, vous n'avez qu'à postuler ». Eux, ils disent « Non, il faut que nous, on soit séduisants pour qu'on aille chercher des gens qui nous ressemblent, qui partagent nos mêmes valeurs, etc. » Et donc là, vous avez un exemple d'une offre d'emploi. C'est une association qui travaille, qui a une mission, c'est un des premiers trucs qui vous est donné, hein, une mission qui change l'avenir, etc. Voilà qui nous sommes. Et puis, il y a des particularités dans cette association. Toute l'équipe aime passer du temps avec les bébés et leurs parents. Voilà, si vous n'aimez pas les bébés, ben, n'allez pas postuler chez eux, vous ne serez pas heureux. Donc, c'est un changement hyper fort de logique, d'accord? C'est de dire, moi, de mon côté, je veux être séduisant pour que les gens ils viennent postuler chez moi et que ce soit quelque chose qui soit un investissement, même si c'est des saisonniers, je peux avoir de l'investissement avec des saisonniers qui vont du coup revenir d'une année sur l'autre, ou alors au contraire, je ne veux pas changer du tout mon prisme de pensée et je reste dans cette idée où les gens, ils cherchent du travail, ils n'ont qu'à postuler, je vais mettre mon annonce sur Pôle emploi et je suis sur quelque chose qui est complètement lié à ce que je fais. Je te dis ce que tu vas devoir faire, je ne te dis pas pourquoi tu vas le faire. Ici, on vous dit d'abord pourquoi tu vas le faire. Si ça te plaît, viens postuler. Il y a même des offres, il y a même des campagnes qui sont mises en œuvre où ce que tu vas faire n'est pas donné. C'est-à-dire qu'on n'est que sur voilà, pourquoi vous devriez venir participer avec nous à notre mission, à notre projet. Vous voulez en être, postulez. Donc, on est sur des changements vraiment hyper forts. Je vous parlais tout à l'heure du domaine de la grande sieste à Agnan. Ils ont fait une vidéo qui est une vidéo dite corporate en fait, hein, qui est là justement pour parler de leur entreprise et pour dire, ben voilà, vous voulez participer à ça, venez. Et voilà, c'est le jusqu'au boutisme du coup de cette idée je te dis pas ce que tu vas faire, je te dis pourquoi tu veux venir participer à notre aventure. Et si tu veux venir participer à notre aventure, ben voilà, viens, parlons-en et on trouvera quelque chose. Donc, je vais vous partager cette vidéo. Hop, hop, c'est bon, je sais le faire. C'est bon. Salut, moi c'est Boris, je suis viticulteur, restaurateur et fabricant de pâté. À la bonne. Moi, c'est Laetitia, marieuse. Littéralement, je marie les gens chez moi. J'aime recevoir des amis, exagérer, cuisiner en buvant l'apéro, boire le verre de trop, exagérer encore, la guitare. En fait, ce que j'aime, c'est imiter ma grand-mère qui reçoit tout le monde à Noël. J'aime recevoir des amis, les feux de cheminée, le premier apéro du week-end, la Sainte Vierge, chanter à tue-tête, danser. J'aime pas le chichi, j'aime pas les tomates en hiver, j'aime pas la gueule de bois, j'aime pas les gens qui disent le rosé, c'est pas du vin. ça c'est moche. J'aime pas faire le plein d'essence, faire la vaisselle après une cousteuf, n'avoir plus de batterie sur mon portable, qu'ils boivent le verre de trop. La cuisine, c'est un petit peu de technique, un petit peu d'art, mais c'est majoritairement de l'amour. Nous, ce qu'on aime, c'est donner de l'amour. C'est célébrer l'amour. La grande sieste, c'est une maison du bonheur. On y célèbre l'amitié, la convivialité, le partage et l'amour de la grande cuisine et surtout du bon vin. Si t'aimes nos valeurs, sois le bienvenu à la grande sieste et en attendant, t'as tout le condensé à l'intérieur de la bouteille. La grande sieste n'est pas un grand cru, c'est un grand vin, parce qu'il anime les grands. Alors du coup, voilà, cette vidéo, elle n'a pas du tout pour vocation à faire venir les clients. Cette vidéo, elle a pour vocation aux futurs collaborateurs d'être séduits et de dire, voilà, moi j'ai envie d'en être. Je veux partager cette aventure-là. J'ai bien compris à quoi vous servez. J'ai bien compris pourquoi vous vous levez tous les matins et je veux en être. Ou pas. Mais on est vraiment dans cette dimension de voilà qui nous sommes, voilà les valeurs que l'on partage. D'ailleurs, le mot valeur est un mot qui a été beaucoup utilisé dans cette vidéo. Mais c'est intéressant, ça veut dire qu'on a vraiment ce changement de paradigme hyper fort. C'est que jusqu'à présent, on s'est vachement concentré pour faire en sorte que les clients viennent chez nous, en ayant finalement une idée que c'était quelque chose qui était tout seul de son côté, quoi. Voilà, il faut convaincre les clients de venir chez nous. Oui, mais en fait, c'est un tout. Il faut être attractif et séduisant. Et ça passe par des questions qui sont les questions de quelle est notre raison d'être, quelle est notre mission, et est-ce que vous, collaborateurs, vous voulez en être, et est-ce que vous, clients, vous voulez en être. Et les clients, c'est ce que nous dit Cinex, ce qu'ils achètent,
c'est le pourquoi, c'est la raison d'être. Donc, le domaine de la grande sieste, peut-être que demain, vous allez acheter leur vin parce que vous partagez leurs valeurs. Et peut-être que demain, vous allez postuler avec un CV au domaine de la grande sieste parce que vous partagez leurs valeurs. Ou pas, peu importe. Mais c'est d'être effectivement démarqué sur le marché. Donc, ça nous amène d'ailleurs à des enjeux qui sont hyper forts aujourd'hui, c'est les enjeux de motivation au travail. On est passé d'une ère où le travail était une valeur. D'ailleurs, on a parlé de la valeur travail. Aujourd'hui, le travail, c'est plus du tout une valeur. On se trompe complètement quand on parle de la valeur travail. Ce n'en est pas une. Le travail est un moyen par lequel on va gagner de l'argent, etc., et qui va nous permettre de bien vivre. Aujourd'hui, ce qui fait que des gens sont heureux au travail ou pas, c'est pas qu'ils aient des baby-foot non plus, d'accord. On nous a fait croire ça en inventant les Chief Happiness Managers, d'accord, mais ça, c'est pas vrai non plus, malheureusement. Ce qui fait que les gens sont heureux au travail, en fait, c'est les travaux de Dan Pink, qui était quelqu'un qui a écrit les discours d'Al Gore, par exemple, donc c'est quand même quelqu'un qui a 2-3 idées intéressantes, et qui, lui, nous a fait tout un travail pour expliquer où était la source de la motivation au travail. Et en fait, la source de la motivation au travail, pour lui, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'autonomie. Donc, on en revient au pourquoi. Je vous rappelle que grâce au pourquoi, je rends les gens autonomes, puisque finalement, à partir du moment où ça colle, les gens peuvent prendre des décisions. L'autonomie. Plus les gens sont autonomes, plus ils sont heureux au travail. C'est complètement proportionnel. C'est le pourquoi, le purpose, d'accord, le pourquoi. C'est à quoi est-ce que, quel est le sens de ce que je fais et à quoi est-ce que je contribue. Est-ce que je contribue à quelque chose, même petitement, d'accord, mais à quoi est-ce que je contribue et est-ce que je l'ai compris, ça. Ça, c'est un deuxième pilier de la motivation au travail. Et le troisième pilier de la motivation au travail, c'est le fait d'avoir la sensation de progresser. C'est le mastery ici. C'est je progresse, j'avance, et du coup, je suis heureux dans ce que je fais et ça me donne envie de continuer à avancer. Donc aujourd'hui, pour fidéliser ces collaborateurs, et je vous parle même de collaborateurs saisonniers, les enjeux de travailler la motivation au travail, c'est des enjeux hyper importants. J'appuie sur un petit point intéressant là-dedans, c'est que, comme vous le voyez, il n'y a pas l'argent. L'argent n'est pas une source de motivation. Selon Dan Pink, et voilà, j'adhère à cette idée-là, à partir du moment où les gens sont payés de façon juste, transparente et équitable, ce n'est plus un débat. L'argent n'est plus un débat. D'ailleurs, on arrive même dans des structures où on paye tellement bien ses salariés que du coup, ils partent plus. Pour autant, et on ne satisfait ni l'autonomie, ni le pourquoi, ni l'apprentissage. Et on a des salariés très, très démotivés qui ne sont pas heureux dans nos structures, mais qui ne partent pas parce qu'ils sont bien payés et qui ne peuvent pas trouver mieux ailleurs. C'est terrible, ça, c'est terrible. Des problèmes organisationnels hyper forts dans certaines structures. Donc, fidéliser ses collaborateurs, moi j'ai l'exemple, je vous en parlais tout à l'heure, d'un établissement qui passe de 4 à 60 l'été. Donc, il y a 56 personnes qui ne sont que des travailleurs saisonniers. C'est une structure qui a un très fort taux de fidélisation de ces saisonniers, puisque c'est quelqu'un qui est hyper engagé dans ces notamment dimensions-là avec ses saisonniers. Il y a forcément un entretien en début de parcours, il y a un entretien pendant la saison. Il y a voilà, tout un tas de choses. Et il y a surtout un entretien de fin de parcours. Et cette entreprise s'engage notamment justement sur le mastery, sur la progression des collaborateurs, en aidant des gens qui sont peut-être que du personnel de ménage, du personnel d'entretien, etc., en leur disant, ben voilà, nous, on a été super contents de toi ou pas cet été, ça s'est bien passé là-dessus. Comment est-ce que tu as envie de progresser dans ta vie au-delà de nous? Mais nous, si progresser là-dessus, ça nous aiderait. Et c'est quelqu'un qui négocie avec Pôle emploi, avec etc., pour amener les gens, notamment, alors il n'y a pas forcément de relations financières là-dedans, c'est plutôt les aider dans l'immensité administrative française pour accompagner les gens. Et c'est des gens qui ont assez peu de problèmes de recrutement et qui ont surtout beaucoup de saisonniers qui viennent d'une année sur l'autre et qui évoluent dans les postes d'une année sur l'autre en tant que saisonniers. Un autre point dont je voulais vous parler, c'est un exemple tout à l'heure, je vous parlais de la richesse au travail, cette conception que l'on peut avoir les gens qui travaillent pour moi sont des gens qui ont une grande richesse et on parle beaucoup depuis quelque temps de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Alors, c'est un exemple avec un exemple d'une grosse machine, puisque c'est le groupe Accor, mais peu importe. Le groupe Accor qui, avec Sébastien Bazin, monsieur Accor, qui a mis en place dans plusieurs zones du monde pour le groupe Accor,
ce qu'ils ont appelé le Shadow Comex. Donc en fait, le Comex, donc le comité de décision, Bazin a estimé qu'il ne respectait pas finalement la richesse de ce que pouvaient représenter les collaborateurs dans l'entreprise et qu'il avait certainement une richesse à aller chercher auprès de collaborateurs dans sa structure plus jeunes, avec un peu plus de parité, parce que dans le COMEX, sinon il y a beaucoup d'hommes. Et donc, il a fait un shadow. Shadow COMEX, c'est le COMEX de l'ombre, hein, le comité de direction de l'ombre, en fait. Dans ce Shadow COMEX, il y a des gens qui sont jeunes pour pouvoir avoir une vision jeune. Il y a 7 femmes, 6 hommes. Et ce sont des gens qui sont systématiquement consultés, quelles que soient les décisions que l'entreprise a à prendre. Alors après, il le dit, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est très rigolote à écouter. Il dit, voilà, je ne suis pas obligé du tout de faire ce qu'ils me disent, hein, je continue à faire ce que finalement je décide de faire. Par contre, si je n'écoute pas ce qu'ils me proposent, je n'ai pas intérêt à me planter parce que derrière, ils vont me cueillir très, très fort. Donc, on est bien sur cette logique. Et donc, je reviens à la question tout à l'heure de ce dirigeant de camping. Est-ce que je fais participer tout le monde? Moi, je vous invite à aller chercher la richesse qui se cache dans les gens que vous avez dans vos structures. Dans le cadre du confinement, on a aussi vécu des choses qui se sont passées et qui nous permettent d'illustrer la dimension du savoir-faire au savoir-être. On a aujourd'hui des entreprises, par exemple, qui ne recrutent que, ou en tout cas qui proposent à leurs collaborateurs de façon systématique de passer par la case de la communication non violente. Voilà, notamment dans les entreprises libérées dont je vous parlais tout à l'heure. Dans une entreprise libérée, très souvent, les collaborateurs passent par la communication non violente afin d'avoir des équipes qui fonctionnent bien, etc. C'est un prérequis dans l'entreprise. Donc, on est hyper orienté sur le savoir-être et non pas sur le savoir-faire là-dessus. Pendant le confinement, on a vu des entreprises qui ont mis en place des machines à café virtuelles, c'est-à-dire des moments d'échange, des moments sympathiques avec aucune autre vocation que celle de partager un moment, en mettant en place une réunion Zoom ou peu importe, à 10 h du matin par exemple, pour que l'on puisse échanger et se partager, parler de son week-end, etc. Parce que c'est quelque chose qui manquait aux collaborateurs. Donc là encore, une grande considération de ce que sont les gens, dans ce qu'ils sont humainement et dans leurs émotions et dans leurs difficultés, etc. Donne un exemple de la machine à café virtuelle qui a fleuri pendant le Covid, par exemple, pendant le confinement. Un autre point que je voulais aborder, notamment dans cette période aujourd'hui où petit à petit on est en train de se retrouver, c'est l'enjeu de prendre le temps de se retrouver. Et je comprends qu'en tant qu'entreprise touristique, vous avez probablement une pression très très forte de remettre en action toute l'entreprise, etc. Voilà, je vous invite à pas oublier de prendre le temps de vous retrouver avant que tout le monde ne rechausse la dynamique plus de porter l'entreprise, parce que ce que nous avons vécu et ce que nous continuons à vivre est quelque chose de compliqué. Ça a été très violent, ça a été très dur. Tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon. Il y a des mots, là encore, MAUX qui sont apparus. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le sommeil, beaucoup d'angoisses qui ont émergé. On n'a pas tous non plus été confinés dans les endroits tous confortables, etc. Donc vraiment, moi je vous invite à vous poser vraiment cette question de ces retrouvailles et de prendre le temps de se retrouver et de se parler et de se dire ce qu'on a vécu et de partager ce que l'on a vécu parce que ça a été effectivement potentiellement très violent. Alors, s'il y avait une chose à travailler, et ce que je vous finalement de tout ce qu'on vient de se dire là, eh bien, c'est cette fameuse raison d'être. Pour savoir pourquoi vous vous levez tous les matins. Qu'est-ce qui fait que vous participez le matin, vous allez dire, allez, ok, je vais participer à quoi? Je vais contribuer à quoi? Pour être séduisant aux yeux de vos clients, aux yeux de vos collaborateurs, qu'est-ce qu'on a à mettre en avant? Quel engagement est-ce qu'on a à mettre en avant? Pour être plus fort dans un monde complexe, pour être adaptable, pour être agile, eh bien, le nerf de la guerre de tout ça, c'est effectivement votre raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on se lève tous les matins? À quoi est-ce qu'on contribue? Pourquoi on fait tout ça? Le chemin de la RSE est un chemin qui vous amène forcément à vous poser ces questions-là. Ça fait partie des premières questions que vous allez devoir vous poser. Le chemin de basculer votre organisation sur une organisation plus souple, plus organique, voire libérée,
Libéré, c'est cette fameuse entreprise dans laquelle il n'y a plus de contrôle et il n'y a plus de niveau hiérarchique managériaux. On est sur la confiance et l'autonomie des collaborateurs. La première chose que l'on fait dans ces entreprises-là, avant de basculer en autonomie et en libéré, c'est la question de notre raison d'être. Donc, cette raison d'être, c'est le pilier de la réflexion que vous pouvez avoir et mener dans vos entreprises pour déployer d'autres façons de travailler. Moi, je passe beaucoup de temps avec les entreprises et dans les entreprises, j'ai parfois des gens qui arrivent avec une grande douleur et beaucoup de difficultés. Je pense notamment à quelqu'un qui est, elle a un hôtel-restaurant et dernièrement, elle me dit, mais est-ce que c'est une question que je peux te poser, que je peux me poser, de me dire, mais finalement, je veux avoir une entreprise plus petite parce que gérer des saisonniers, c'est juste horrible, en fait, ça me fait trop de mal. Donc, c'est quelqu'un qui est tellement dans des souffrances et des difficultés, que sa solution à elle, c'est de dire, bah, tant pis, je travaille qu'avec mon mari. Et ça s'entend, hein, je n'ai pas de problème avec ça. Mais on a peut-être aussi d'autres façons de voir les choses, d'entendre les choses. Voilà, moi, j'ai toujours un problème avec cette fameuse phrase, les jeunes ne veulent pas travailler. Il y a plein de jeunes qui travaillent énormément, il y a plein de jeunes qui créent des entreprises. Les startups, c'est beaucoup de jeunes qui nous les font. Ils sont en train de faire bouger le monde. C'est juste qu'ils ne le font pas bouger tout à fait comme nous, on a l'habitude de le faire bouger. Alors du coup, on est un peu déconnecté parfois. Mais la raison d'être sera justement peut-être un des éléments qui vous permettra de rentrer dans une compréhension avec ces populations-là, de devenir quelqu'un aussi qui sera choisi par vos clients. On a aujourd'hui une conscience collective que quand on achète quelque chose, eh bien, il y a un enjeu à acheter quelque chose avec une éthique derrière, avec, voilà, avec un savoir-faire, avec une plus-value, avec, etc., qui rentre en ligne de compte. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est bien, j'ai été efficace, j'ai fait 1h15. Donc il y a une question, disons. Il y a une question. Alors, c'est une dame qui a posé cette question, mais elle n'a pas dit qu'elle était sur le secteur d'activité. La question, c'était, alors elle est comme ça, posée exactement comme ça. La première chose à faire, si je veux commencer à me poser ce genre de questions, en fait, je commence par quoi? C'est la première question qui a été posée. Et puis, comme je vais repartir, il y a une autre question. Après, c'était, vous avez cité beaucoup d'ouvrages et d'auteurs. Est-ce qu'on aura la liste des sources? Voilà, ah, ok. Alors, la liste, je peux la lister là maintenant, peut-être? On va rajouter sur le support. Ouais, je la rajouterai sur le support à ce moment-là. Sinon, je vous en donne quand même quelques-unes, mais je vous les marquerai. Il y a La vérité sur ce qui vous motive de Dan Pink, qui est super intéressante. Il y a Isaac Getz, qui a écrit des choses très intéressantes, notamment sur l'entreprise libérée. Il y a Frédéric Laloux, qui a écrit Reinventing Organizations. Alors, le titre est en anglais, mais le bouquin existe en français. Là encore, il a fait un travail très intéressant sur l'analyse de plein d'entreprises qui, justement, ont basculé en libéré et voir comment ils fonctionnent, comment ça marche, pourquoi ça marche. Voilà, et je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre. S'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Boyer et qui a travaillé sur et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le plaisir au travail, très intéressant avec des matrices, des outils très simples, hyper pratico-pratiques pour travailler avec ses collaborateurs. Donc plutôt par exemple que de travailler que sur la dimension des compétences, du savoir-faire, lui il amène le sujet du plaisir au travail. Et l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure du technicien qui coupe les végétaux, etc., qui d'un seul coup fait un spectacle de pyrotechnie, ben, on est exactement là en dedans. On va chercher l'épanouissement dans le plaisir que les gens vont trouver au travail. Donc voilà des choses qui sont intéressantes. Alors je commence par quoi? C'est une bonne question. Je commence par quoi? Moi je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant et qui est peut-être, au final, alors après, je ne sais pas si vous avez des collaborateurs ou pas, si vous êtes par exemple peut-être qu'en couple, mais c'est cette question de la raison d'être. Pourquoi on se lève tous les matins? C'est quoi nos valeurs? Donc, vous pouvez par exemple trouver sur Internet, il y a des listes de valeurs, vous allez taper liste de valeurs, et vous pouvez travailler là-dessus. C'est un exercice qui est hyper simple à faire. Vous prenez la liste des valeurs et tout le monde entoure 10 valeurs. Et puis après, vous vous mettez en commun. Il faut que vous arriviez à vous tous à tomber d'accord sur les valeurs qui représentent le plus votre entreprise, l'idée que vous vous faites de votre relation à vos clients, par exemple, voilà, etc. Donc ça, c'est un travail qui est hyper intéressant à faire
Et là encore, je vous disais, au-delà du résultat, le chemin est très intéressant quand vous impliquez vos collaborateurs là-dessus. Donc, le travail sur pourquoi on se lève tous les matins et c'est quoi nos valeurs. Et avec ça, franchement, vous allez commencer à aller triturer un paquet de choses qui sont très identitaires, qui vont aller toucher en écho ce qui se joue chez vos collaborateurs. Je voudrais vous parler, et juste je finirai là-dessus, d'un exemple de 2 entreprises dans lesquelles j'ai été. 2 campings, petits campings. Dans les 2 cas, les campings sont hyper similaires. Monsieur, madame, madame directrice, on va dire commerciale, etc., qui gère le camping sur l'affaire business, monsieur qui s'occupe de l'établissement sur l'aspect technique, les mobil-hommes, etc. À peu près même taille d'entreprise. Dans la première entreprise qui est en bord de mer, c'est une entreprise dans laquelle je suis allée, donc le couple plus 2 collaborateurs. Un homme qui accompagne le monsieur sur les aspects techniques et une collaboratrice qui est responsable de réception. Et l'été, il y a du staff qui vient en plus. L'autre camping, c'est la même chose. En fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a 2 campings qui, sur le papier, sont exactement les mêmes, si ce n'est qu'il y en a un qui est en bord de mer et l'autre qui est dans l'arrière-pays, qui ont même les mêmes sexes, au même poste dans l'entreprise. Et vous avez un en bord de mer où ça ne se passe pas très bien du tout. Enfin, s'il y a un mot qui n'est absolument pas présent dans cette entreprise, c'est bien le mot confiance. Au contraire, il y a beaucoup de suspicions, etc. C'est une atmosphère délétère dans cette entreprise. Eh bien, les avis sur TripAdvisor, et c'était ça que je voulais vous dire, sont terribles en fait. C'est absolument édifiant de voir à quel point l'atmosphère délétère dans le travail au sein de ces 4 personnes-là avait un impact hyper fort. Il y a des gens qui ont écrit dans TripAdvisor, ces gens-là ne devraient jamais être gérants de camping, c'est scandaleux, enfin des trucs hyper violents. Et puis l'autre structure, c'est tout le contraire. Pourtant, ils ont des gens qui sont en poste avec moins d'expérience, moins de compétences, etc. Et c'est une entreprise dans laquelle tout se réfléchit à 4, dans laquelle ils ont fait ce travail sur les valeurs. Alors, ils l'ont fait de façon tout à fait empirique, c'est-à-dire que les valeurs, c'est même écrit sur leur site web, etc., mais parce que leur naturel les a amenés à se poser ces questions-là. Et là encore, si on prend TripAdvisor, et bien sur TripAdvisor, les prénoms des gens sont sans arrêt cités. Quel bel endroit, des gens formidables, quel accueil, etc., etc. Donc en fait, voilà, vraiment, je reviens sur cette idée-là, c'est que ce qui se joue à l'intérieur, le fait que votre travail vous fasse plaisir, vous rende heureux et vos collaborateurs aussi, etc. C'est pas juste pour se lever le matin et aller bien, c'est que derrière, l'impact, il est aussi hyper fort sur ce qui va se jouer économiquement dans l'entreprise. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire pour terminer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je clôture? Bon, bah, à ce moment-là, on va clôturer. On clôture, c'est bon? Écoutez, j'espère que voilà, ça vous a intéressé. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Il y a plein de choses à lire, il y a plein de choses à écouter, il y a plein de vidéos YouTube à écouter sur ces sujets-là. Si c'est des choses qui vous intéressent et qui vous voilà, qui commencent à vous faire écho à quelque chose en vous, vraiment, je vous invite à aller écouter beaucoup de choses là-dessus. C'est absolument passionnant et je reste convaincue qu'on peut avoir une entreprise qui est bien menée en interne et en externe et qu'on peut avoir des gens. Alors c'est pas la demande des bisounours, hein, il y aura forcément des choses compliquées, mais notamment avec ce qu'on vient de vivre, on se rend compte que ces entreprises-là, elles accusent le coup plus aisément que celles pour lesquelles il y avait déjà des difficultés organisationnelles. Donc, ça vaut le coup de se pencher sur ces questions-là. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation, un bon week-end. C'est vendredi. J'espère que l'activité, elle va vraiment bien reprendre pour tout le monde et qu'on va pouvoir gagner un peu plus de sérénité sur votre business à venir. Je vous souhaite une bonne continuation. Ciao, ciao.